À l'époque des grandes découvertes, l'Espagne était une puissance incontestée, soutenue par une tradition militaire et la volonté de l'Église. Un nouveau monde signifiait aussi un nouveau défi pour une nation jamais repue de conquête. Aujourd'hui, l'esprit persiste, mais plutôt sur le sol national. Madrid, la capitale, reste traditionnelle, fière de sa monarchie et de sa grandeur. Mais alors que les vieilles images régaliennes persistent, c'est le drapeau castillan qui flotte désormais sur l'institution Real Madrid, qui entend bien rester au sommet. Alors que son voisin rival, aux couleurs plus bigarrées, Barcelone, s'appuie sur un mélange de cultures que l'on ressent dans sa force de caractère, sur un héritage très riche, fait aussi de solidarité. Barcelone est une ville privilégiée pour les artistes d'avant-garde, mais c'est surtout sur le terrain, face à Madrid, que la rivalité entre les deux villes se trouve exacerbée. Alors que les clubs se préoccupent plus de leur classement, les supporters rivalisent eux en provocation de tout genre. El cerdo de Núñez, gruñe, 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 el cerdo de Núñez. ¡Viva España! Et le tempérament de chacun ressort forcément dans une atmosphère aussi électrique. El millón de Europa, Barça, 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 porque te pilota. Somos los mejores de España, Real Madrid y el Linares Club de Fútbol. Todo el Madrid y España que l'acompanya entera. És molt senzill. No fa falta ni que el jugueu, perquè el perdreu, segur, perquè no existiu. Machacar a los catalanes. Ahí, ahí. Machacarlos, hay que machacarlos. Matarlos. Mira, matar así. Y Rivaldo, Estribardo campeón. Les deux équipes n'ont jamais manqué de talent non plus, puisqu'elles ont toujours attiré les meilleurs joueurs. Generalmente, lo que más euforia me da es lo que deprime lo del Barça. There are two giants, let's put it that way, which is Barcelona and Madrid, which always been there. And all the other people has got their team and then Madrid or Barcelona, which means the whole country are for Madrid or Barcelona beside their other team. Ese es un partido que se juega el lunes de esa semana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, se juega de ida y vuelta, se juega con las declaraciones de unos, con las declaraciones de otros, como uno como está en su clasificación. Es un partido que tiene una intensidad especial. Mas a atmosfera e o ambiente que se vive toda a semana, através da imprensa, através de comentários, como se fosse sempre o derby do século. They live for their football and they're hugely passionate about it. Mais jamais autant que lorsqu'un but est marqué. La passion et la ferveur religieuse dans lesquelles ces matchs sont disputés sont en fait à l'image du conflit historique entre la Castille et la Catalogne. Et leurs stades sont deux cathédrales respectées comme telles par tout le monde. Construites il y a près de 50 ans, leurs arènes sont de styles bien différents, mais considérées dans le monde comme parmi les plus belles, où les équipes évoluent toujours à guichet fermé. Et pour un non-initié, cela peut être une expérience parfois difficile. When you play at Barcelona and you've got 120,000 Catalans screaming like mad, you play in the Bernabeu and you've got 90-odd thousand from just Real Madrid supporters, and there's a handful of away support. And that's where it differs a great deal to derbies elsewhere in the world. Yo nací aquí en Madrid, yo soy socio del Real Madrid desde que nací, desde el primer día de mi vida. Yo soy blanco, entonces para mí jugar en ese estadio, no solamente jugar, sino pasar con el coche cerca del Bernabéu, cuando voy por la Castellana, supone algo muy especial, se me acelera el pulso. Yo creo que uno no se puede ir de un periodo profesional sin haber jugado en uno de esos dos estadios porque es realmente inolvidable. If there's such a huge stadium with such an ambience, it doesn't matter if they whistle or they shout or it's just beautiful. Chaque club est obsédé par l'autre et chacun possède son plan secret. Pendant la guerre civile et surtout à Barcelone, le stade était le seul refuge où l'on pouvait s'exprimer sans crainte.
Les deux stades restent donc pour leurs supporters le symbole de leur liberté d'expression. Le Real Madrid a été le club au succès les plus réguliers. Dans les années 50, c'est un monopole qu'il exerce sur la Coupe d'Europe. Et sa récente résurgence au plus haut niveau a poussé la FIFA à le consacrer comme le meilleur club du siècle dernier. Les premiers matchs entre les étudiants de Madrid et un groupe d'étrangers privilégiés qui ont fondé Barcelone n'avaient pas grand-chose à voir avec la passion et l'excellence connue de part et d'autre à partir du moment où ils ont atteint une stature internationale. Sous la poigne de fer de Santiago Bernabéu, président du club, et grâce au génial Alfredo Di Stefano, Madrid devient très vite accro à son équipe et rien ne semble pouvoir alors empêcher Bernabéu de créer sa Dream Team. Franco ne tarde donc pas à les utiliser comme les meilleurs ambassadeurs de l'Espagne. Lors de la finale de la Coupe d'Europe 1960 à Glasgow, la télévision permet aussi pour la première fois à tous les téléspectateurs du monde de voir pourquoi ils évoluent une classe au-dessus des autres. Leur style de jeu, toujours très fluide, leur permet de dominer les Allemands de l'Eintracht Francfort. Forcément, c'est le meneur de jeu et buteur Alfredo Di Stefano, soutenu par la précision diabolique du Hongrois Ferenc Puskás, qui assomme les Allemands. 134 000 fans écossais ont donc le privilège d'assister à un numéro de virtuose du Real qui s'impose 7-3. Le fait que Madrid fasse main basse sur l'Europe accroît encore sa rivalité avec Barcelone, qui possède sans doute la deuxième meilleure équipe européenne, mais avec peu de résonance hors d'Espagne pour le confirmer. Peu d'équipes peuvent en effet s'enorgueillir d'avoir battu le Real dans les années 50, à part le Barça, avec style en plus. Si Madrid possède Di Stefano, Barcelone compte dans ses rangs le maestro hongrois Ladislau Kubala, arrivé 2 ans plus tôt que Di Stefano et qui joue un rôle déterminant dans l'essor des Catalans. Chaque derby est une question de vie ou de mort, dans lequel la politique n'est jamais très éloignée. Le premier derby de Di Stefano produit un étincelant 5 partout. Ses 2 buts faisant de lui un héros pour les supporters madrilènes. En 1958, Barcelone fait signer un entraîneur argentin, Helenio Herrera, un tacticien et un psychologue reconnu, qui n'hésite pas à se servir du talent précoce et brillant de Luis Suarez, d'un Kubala sur le déclin mais régénéré, du gardien espagnol Ramallets, des Hongrois en exil Kokčič et Csibor, pour en faire une équipe victorieuse à 2 reprises en championnat, en 59 et 60, en Coupe des Villes de Foire, ex-UEFA, et qui devient la première équipe à priver le Real de Coupe d'Europe. Pour beaucoup, le plus grand joueur à avoir signé au FC Barcelone est Johan Cruyff. Les qualités incroyables de l'insaisissable néerlandais créent un énorme engouement dès son arrivée en 1974 et il ne déçoit pas les supporters. Sa réussite personnelle lui vaudra, ainsi qu'à son club, de nombreuses récompenses. Mais la plus belle d'entre elles est souvent celle du tableau d'affichage, où le chiffre 5 reste un grand souvenir dans les 2 camps. 5-0, 5. Le premier derby de Cruyff se joue à Madrid, où la réputation compte peu. Un baptême difficile, mais Cruyff n'a jamais été meilleur que dans l'adversité. Après une ouverture du score rapide, Cruyff pose sa patte sur la rencontre en marquant le 2e. Et se trouve impliqué sur les autres. La foule madrilène n'a plus qu'à observer en silence la correction infligée par Barcelone. 5-0. 20 ans plus tard, avec Cruyff en entraîneur cette fois, l'équipe considérée comme la Dream Team de Barcelone réécrit l'histoire. Le premier à ouvrir la voie n'est autre que le maître Romario, au terme d'une chevauchée dont il a le secret, suivi d'un coup franc du spécialiste du genre, Ronald Koeman. Les officiels madrilènes sont tendus, mais n'ont pas fini de souffrir, Romario marquant son 2e but avec encore plus de facilité. Le 3e, celui du hat-trick grâce à l'aide de l'élégant danois Mikael Laudrup. Mais le meilleur est encore à venir, avec encore Romario dans un numéro de soliste pour le 5e but. Et pour le plus grand bonheur des fans de Barcelone, et une victoire à la saveur de déjà-vu pour Johan Cruyff.
mois plus tard, à Madrid, c'est en tant que champion en titre que le Barça, confiant, affronte un Real avide de revanche. Avec dans ses rangs un Chilien nommé Zamorano, dont l'efficacité lui vaut le surnom de Bam Bam ou encore d'hélicoptère. Zamorano en grande forme, qui endosse à merveille son rôle de finisseur et laisse Jorge Valdano, le nouveau manager du Real, admiratif. La ténacité de Michael Laudrup, l'ex-star du Barça passé dans l'autre camp, permet aux Chiliens d'inscrire un triplé. Mais le meilleur reste là encore à venir. Zamorano manque de peu le 4e, mais Luis Enrique est là pour conclure. La revanche est complète quand Madrid inscrit un 5e et dernier but. Le vent a tourné pour Cruyff. Des années de tabac ajoutées à l'habituelle pression subie par les managers, des conflits incessants, des attaques permanentes sur son manque de communication et son obstination à jouer l'offensive l'envoient à l'hôpital. Il est aussi la cible régulière des impitoyables médias espagnols qui ne lui passent rien. La llegada de Cruyff cambió muchas cosas en el club, sobre todo por su mentalidad ganadora, ¿no? Pero introdujo cosas que nosotros no habíamos visto todavía. Yo era muy joven, pero sí la sensación de ser un jugador diferente, ¿no? De alguien que hacía dentro del fútbol, que siempre parece que está todo inventado, pues hacía cosas diferentes, ¿no? Tácticamente muy bueno, uno de los mejores. That's why I think that playing well is very important, because only winning, I don't think that's enough. Le palmarès de Cruyff en ferait pourtant pâlir beaucoup. Respecté comme joueur et comme manager, campé dans ses convictions, il peut aussi afficher un palmarès beaucoup plus étoffé que certains. Le plus beau trophée étant bien sûr la Coupe d'Europe des clubs champions 1992. Alors que Cruyff permet à ses détracteurs de se couvrir de gloire, il sait néanmoins que cette Coupe d'Europe est le trophée qui manquait au club pour souffrir la comparaison avec son éternel rival, le Real Madrid. Malgré la frustration finale, il obtient donc la reconnaissance éternelle du club. La rivalité entre le Barça et le Real est une guerre sans fin, pour au moins une raison. Un récent sondage a montré que parmi les supporters de Barcelone, 48% sont plus contents de voir Madrid perdre que de voir Barcelone gagner. Cette rivalité est même une bénédiction pour les dessinateurs satiriques. Ils ont toujours quelque chose à pasticher ou accentuer. En Real Madrid Televisión. Les deux clubs ont maintenant leur chaîne de télé pour permettre à tout moment à leurs fans de savoir ce qu'ils veulent sur le club et ses à côté. Le battage médiatique est important, mais le succès est primordial. Pas seulement parce que le club est le Real Madrid, mais car c'est aussi essentiel pour rallier encore plus de socios. Pendant que Real Madrid TV se focalise sur les succès du club, Canal Barça se concentre sur sa langue et son statut culturel, ainsi que sur les stars du club. Un club empreint de tradition familiale. La rivalité devient en fait alors plus un business qu'une institution. A rivalry is something fantastic. I mean, you mustn't take that away, because there's no rivalry, there's no game. Está muy claro que una persona que viene de fuera no entiende en muchos casos qué significa la rivalidad Madrid-Barcelona y a veces pues no tiene al alcance de su mente la posibilidad de entenderlo. So you play in an ordinary league match, then it's relatively quiet. You play against Real Madrid, it's like some sort of explosion when you come out the tunnel, fireworks, and it's absolutely packed. It's just different. Pero bueno, vamos a ver. No me digas que no es bonito ver el Real Madrid blanco con los mosaicos, que parece que haya nevado, aunque esté en verano, ha nevado en verano. Et bien sûr, les sponsors s'en emparent. Creo que la gente no se da cuenta qué significa jugar tantos partidos. Pero todos los partidos de Liga, que ya son los de Copa. Y una vez jugada la Supercopa, vemos a Europa para jugar todos los partidos de la Liga de Campeones. Pero estoy contento que los jugadores estén en forma, aunque yo esté fuera de juego. We need his back.
De grands noms signifient beaucoup d'argent avec une exposition maximale. Le merchandising des vêtements et maillots s'accroît alors de façon incroyable. Plus le club est grand et plus il devient un produit marketing. Et personne ne paraît aussi grand que le Real Madrid et le FC Barcelone. Les entraînements sont suivis dans toutes les longueurs par les télévisions. De nombreux reportages sont consacrés à ce qui peut influer sur la performance des joueurs avant et pendant les matchs. Avec des supporters partout dans le pays, nombreux sont ceux à faire le pèlerinage pour essayer d'approcher leurs idoles. Les médias se battent eux en permanence pour avoir la meilleure image, celle qui fera l'objet de controverses et d'interrogations. Les entraînements révèlent souvent des frictions sous-jacentes entre certains joueurs. Chacune des équipes a comme politique que le club est plus important que n'importe quel individu et doit être source d'inspiration pour chacun. Avec autant de stars prétendant à une place de titulaire, il est nécessaire d'avoir un manager à poigne, avec un peu de recul pour prendre les bonnes décisions pour le club et les joueurs. En matière de management à poigne, on peut mentionner les années 30, celles de la guerre civile. L'Espagne était en plein tourment. Le coup d'état militaire du général Franco, en guerre contre les idéologies républicaines, divise les familles et les amis. Les idéaux fascistes de Franco lui valent le soutien d'alliés plutôt discutables, alors que de nombreux patriotes et partisans meurent en masse. Parmi lesquels le jeune président de Barcelone, Josep Sunyol, dès la première semaine de guerre. Connu aussi comme un politicien catalan très populaire, la mort tragique de Sunyol intensifie encore le ressentiment entre Catalans et Castillans. Mais Franco devient de plus en plus puissant. Devenu le modèle de nombreux entraîneurs de football, il parvient parfaitement à monter ses ennemis les uns contre les autres. En 1941, la controverse est à son comble quand l'intimidation politique est alors utilisée dans le sport à l'occasion d'une sinistre finale de coupe entre les deux camps. O sea, que había una pasión contra el Barcelona porque era catalán y como Cataluña fue la última que en la guerra cayó, digamos, pues la pasión esta ya existía, ¿me entiendes? Deporte fue también un elemento que el franquismo utilizó para demostrar su potencia. En aquel momento la dictadura no tenía presencia en el mundo. Por tanto, el gobierno utilizó también el deporte para su expansión exterior y por esto el Real Madrid ganó 7 copas. Real Madrid estuvo a punto de ser disuelto por Franco. Estuvo a punto de ser disuelto por Franco porque había quitado el Real durante la República y había tenido unas conexiones con partidos progresistas y de izquierdas durante la República. Hubo que nombrar a un general, el general Meléndez, presidente, para salvar al Real Madrid de la disolución. Una vez más, es que el Barcelona tiene una buena política de imagen y se inventa las historias muy bien inventadas. El fútbol hemos de intentar, como todo el deporte, que esté apartado de la política. Depuis la guerre, chaque match est comme un retour aux armes. Le contrôle de Franco est total. Les rencontres de la Coupe qui portent son nom sont plus une manifestation de solidarité avec le régime. Et les supporters du Real s'en donnent à cœur joie pour exprimer leur haine du rival catalan. Malgré toutes ces tensions, un Franco affaibli aura, à l'occasion de sa dernière finale de coupe, la chance de voir son Real Madrid adoré prendre le dessus sur son vieil ennemi. La mort de Franco est pour beaucoup un soulagement. Le pays peut maintenant tenter de renouer les liens entre chacun. Personne ne symbolise mieux l'image et le caractère du Real Madrid que son fougueux président Santiago Bernabéu. C'est lui qui a eu l'idée provocante, alors que l'Espagne souffrait encore des ravages de la guerre civile et de son isolement dans le monde, de construire non pas seulement un stade, mais une icône du nationalisme espagnol et une vitrine pour le reste du monde. Bernabéu era un hombre del fútbol y él había sido jugador, amateur en el Madrid, había sido luego directivo, había sido secretario técnico
Y en un momento determinado llega a la presidencia y cree desde el mundo del fútbol, porque él sí tenía ese espíritu deportivo y futbolístico, que luego se ha perdido en muchas juntas directivas que lo han visto más como negocio que como manifestación de deporte. Y él lo que buscaba era que su equipo fuera el mejor, nada más, y acertó. Él supo que el fútbol iba a ser la distracción de la gente humilde y él apostó por hacer un estadio grande. Beaucoup pensaient que Bernabéu était fou, perdu par la grandeur des années dorées de l'Espagne. Il n'était pas fou. Mais en tant qu'excellent soldat de Franco qui a mené l'offensive contre la Catalogne, rien ne le motivait plus que de créer un instrument que ses ennemis de Barcelone ne possédaient pas. L'attente était immense si l'on en juge de la masse de gens venus au stade pour manifester leur soutien. Le match inaugural en 1947 se joue contre le rival local, l'Atlético Madrid. De féroces compétiteurs qui n'étaient pourtant pas décidés à jouer les rôles de faire-valoir, comme aux premières heures de Franco. Et ils étaient d'ailleurs souvent plus respectés que le Real. Di Stefano is the best overall player that I ever saw. He is the brainiest player that I ever saw. And I only saw him when he was in his 30s. And I always try to imagine what he would have been like when he was about 18 or 19. He must have been wonderful. Ha sido el hombre más completo que ha habido, con velocidad en aquella época, y era muy rápido, con mucha inteligencia, era un líder. Di Stefano et le Real Madrid étaient destinés à se rencontrer. 3 buts inscrits avec les Colombiens du Millonarios contre le Real en 52 convainquent Bernabéu que c'est le joueur dont il a besoin. Di Stefano a appris son métier avec l'équipe argentine de River Plate, à laquelle il appartient toujours officiellement et qui se met d'accord avec Barcelone. Mais le Millonarios Bogotá n'a pas la même vision des choses. Nosotros viajamos contratados por el Club Real Madrid. Real Madrid fue contratado. Yo me comprometí con el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, que si Di Stefano quería irse para España, Millonarios se lo cedía única y exclusivamente al Real Madrid. No olvidemos que el Madrid, cuando construyó el nuevo estadio, Santiago Bernabéu, un campo mucho más pequeño que ahora, pero ya en ese sitio era una inversión muy importante, y el Real Madrid entonces era un equipo que estaba a punto de bajar a la segunda división. De hecho, se hablaba entonces de que para qué se construía un estadio tan grande para un equipo de segunda. Ce qui semble au départ un conflit insurmontable est, selon la rumeur, résolu par Franco lui-même. Bernabéu était écouté par le président et a rendu les choses possibles. Di Stefano ne l'a pas déçu. Les duels avec le Barça vont dès lors prendre une autre dimension, surtout que les Catalans ont aussi leur propre star avec Ladislau Kubala. À la double nationalité tchèque et hongroise, Kubala est arrivé en Espagne en 1950 en tant que réfugié de guerre. Il est tout de suite devenu barcelonais. L'association entre Di Stefano et Kubala aurait donc été catastrophique pour le Real. Kubala fue el responsable de que el Barcelona construyera el Camp Nou, porque el Barcelona tenía otro estadio, Las Corts, y se quedó pequeño de la gente que quería ir a ver a Kubala, ¿no? Kubala pues impuso, enseñó, perfeccionó, mejor dicho, algunos de nuestros jugadores que verdaderamente fueron, poco más adelante, se convirtieron en verdaderos cracks. La technique de Di Stefano était incroyable. Il pouvait marquer des buts dans toutes les situations. Et se jouer des adversaires tel un matador. Comme Kubala d'ailleurs. Il savait que le public venait pour les voir et que plus il y avait de monde et meilleurs ils étaient. Au crépuscule de leur carrière, ils se sont d'ailleurs rejoints à l'Espagnol Barcelone avec Kubala comme entraîneur et Di Stefano en tant que joueur et capitaine. Le soutien rencontré par le Real ne se cantonne pas à Madrid. La tradition et la télévision ont poussé à la création de fan-clubs partout dans le monde, et même à Barcelone. Les merengues ont gagné leur surnom pour des raisons évidentes, et leurs idoles de blanc vêtus font tout pour ne pas les décevoir. El Madrid es grande, pero por sí solo, porque existe una familia detrás del Madrid madridista que es lo más grande del mundo. La réussite de Madrid lui vaut un statut déjà légendaire. Les joueurs sont donc conditionnés à la victoire, ainsi qu'au privilège d'avoir tout pour réussir. Le beau football est leur marque de fabrique et les supporters n'en attendent pas moins d'eux.
El pan tumaca este que hacen los catalanes, que eso es que es de vago, fregado. Por favor, fregado un tomate aquí, con la grandeza del calamar, metido en su pan. El calamar, que es metido la síntesis del mar en la tierra. ¿Sabe para lo que sirve el vaso en la gastronomía? Para fregar los vasos. Con esto utilizo yo para fregar los vasos. L'héritage laissé par les grands joueurs à Madrid est immense. Gento et Puskás ont tous les deux joué par exemple un rôle primordial pour créer cette sensation d'invincibilité des années 50. Chaque période a connu ses stars, mais ce sont souvent les buteurs qui laissent les plus grandes traces, à l'image de l'acrobate mexicain Hugo Sánchez, capable de marquer de n'importe où, n'importe quand. Et la vitrine des trophées madrilènes est un constant rappel de ces heures de gloire. Avec Emilio Butragueño, Madrid possède un autre prédateur capable de se trouver toujours au bon endroit au bon moment. Les victoires en Coupe intercontinentale consolident et accroissent également la réputation mondiale du Real Madrid. Avec le Chilien Iván Zamorano, le Real trouve un nouveau buteur du type de Sánchez. Et de nos jours, bien sûr, ce rôle est endossé par Raúl, dont le talent a toujours été salué et reconnu. Le succès a aussi permis à Madrid de se créer son propre centre de vie, tout près du stade Bernabéu. Ainsi, tout est consacré au Real Madrid, en passant de la montre aux vêtements jusqu'aux vins estampillés Real Madrid, aux raquettes de tennis et au linge de lit. Les festivités consacrées au centenaire du FC Barcelone ont clairement montré à quel point le club était lui aussi reconnu dans le monde entier. En découvrant la devise du Barça, un club de foot pas ordinaire, il est plus facile de comprendre pourquoi la plupart des fans portent le Barça dans leur cœur. Esa pasión de padres a hijos, de abuelos a padres, toda la familia sigue una tradición. Ser del Barça es algo que se lleva muy dentro, ¿no? Jamás pensé que algún día formaría parte del Barcelona y cuando fiché este verano por el club, bueno, pues para mí ha sido algo que se me escapaba, ¿no? Jamás que creería que jugaría aquí. Special. It's definitely more than a club. Mais c'est le côté spirituel de ce club qui frappe et que l'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Historiquement, on fait remonter ses origines au vieux monastère bénédictin de Montserrat, perché dans les montagnes proches de Barcelone, d'où la Vierge Noire distille ses qualités mystiques. La Moreneta a joué un rôle clé dans la société catalane depuis plus de 500 ans, et notamment en veillant sur le bien-être du FC Barcelone. El día que juego al Barça, pues paso por la Virgen y le digo, no me falles. La rumeur veut également que le chevalier médiéval Percival ait découvert le Saint Graal ici. Avec une telle combinaison de puissance, il n'est pas étonnant que le Barça conserve une place pour la Vierge au sein même du stade. Montserrat y la Virgen de la Merced, que es la patrona de Barcelona. Esas dos vírgenes han velado siempre para la salud de todo el Barcelona, de todos sus socios, de sus jugadores, de todos. La pose de la première pierre du Camp Nou a donc constitué un événement culturel majeur. L'Église et la Vierge ont été sollicités pour bénir et protéger la citadelle de la solidarité catalane. Et d'ailleurs, l'histoire du club est magnifiquement retracée dans un musée impressionnant. Son fondateur et premier président s'appelait Hans Gamper. Suisse de naissance, son amour du jeu en tant que joueur et administrateur a beaucoup contribué au succès futur du Barça, mais aussi en offrant au club et au pays sa première star, Pepe Samitier. Samitier était une star sûre et en dehors du terrain. Parfaite icône des années 20, sa souplesse corporelle et son aptitude aux contorsions acrobatiques lui ont valu le surnom de Omar. Mais il deviendra aussi le premier joueur à déserter ensuite pour le Real Madrid. Si Samitier el traspaso fue un reloj de pulsera, no tan bonito como este, más barato, pero él aportó al Barcelona toda su personalidad, que la tenía mucha. Era un hombre muy querido en toda España, no solamente en Barcelona, en Madrid era un hombre que lo adoraban. Alors que Samitier était vénéré, l'objectif majeur du club restait toujours la Coupe d'Europe des clubs champions, pour laquelle aucune dépense n'était superflue. Avec l'acquisition du brillant mais versatile Diego Maradona pour un transfert record de 6 millions de $, c'est une latine dépendance qui débute.
Un transfert qui fait de Maradona la cible de tous les tacleurs du championnat et qui l'empêche de s'exprimer. Le suivant sur la liste est le rebelle mais tout aussi talentueux brésilien Romario, buteur inarrêtable. Ensuite, c'est au tour du précoce et talentueux Ronaldo, avec là encore un transfert record. Capable de marquer des buts incroyables, il ravissait tout autant qu'il désespérait ses entraîneurs. Jusqu'à son transfert très controversé au Real Madrid, les qualités techniques de Luis Figo avaient fait de lui une idole des supporters. Mais il y en a un qui semblait posséder tout à la fois, c'est Rivaldo, le meneur de jeu capable de se débarrasser de l'adversaire avec une déconcertante facilité. L'icône la plus chérie du Barça, c'est le vieux Grampa, le protecteur de la Masia, véritable refuge pour la nouvelle vague des espoirs du Barça, avides d'imiter leur héros, Pepe Guardiola, le capitaine du club. Le FC Barcelone maintient en effet un lien très fort avec ses anciens joueurs qui conservent beaucoup d'affinités avec le club. À l'ère où le merchandising est presque devenu aussi important que le jeu lui-même, Barcelone a développé l'un des centres de merchandising les plus sophistiqués et développés du monde, où rien n'échappe à l'exploitation. Une image demande de l'exposition, et rien de mieux pour cela que les médias, que ce soit les journaux, la radio ou la télé. Les conflits, controverses et autres exagérations ont fait de ce sport un vrai thriller au suspense insoutenable, avec des acteurs aux égos surdimensionnés, chacun cherchant à créer une histoire de façon à ce que les prix ne cessent d'augmenter. Les quotidiens sportifs se livrent aussi une lutte sans merci à la recherche de la moindre petite histoire qui pourrait booster leur vente. Drogue, sexe et rock'n'roll sont souvent à l'ordre du jour. Et plus la star est grande, plus la cible est attractive. Desde luego se les exige ser a los dos el primero en España y solo uno de los dos puede ser. Realmente quizá un poquito la prensa española ha perdido un poquito la objetividad, es lo que yo diría, ¿no? Y realmente pues está entrando en una dinámica como la italiana. Hay que buscar noticias cada día, hay que machacar al contrario y todo es un drama. La verdad está allá afuera como un expediente X, no, la verdad está aquí, la verdad está en el A, está en el Marca, está en la prensa deportiva. Yo no podía vivir sin los periódicos deportivos. Pendant que les entraîneurs essaient de résister à la pression, la moindre statistique est analysée avant et après le match pour savoir qui a raison ou pas. Sí, todo negativo. Desde luego el público es completamente ignorante, ¿eh? Ya, qué mala suerte. Veo. No digas más, ya está. Pues lo siento, chato, hasta otra. ¿Lo ves? Solo dice qué mal, qué mala suerte, no digas más. Et si tout cela échoue, il ne reste plus qu'à espérer un bon tirage au sort. Il y a toujours aussi la valeur du fameux 12e homme. Rudy Ventura est un des fans les plus célèbres du Barça. Sa trompette résonne comme un cri de guerre pour les supporters du club. Un cri pour se rassembler derrière l'équipe. Et là où le Barça se déplace, Rudy est sûr de suivre. Le jour du match, ce sont les extrêmes qui ont tendance à se faire le plus entendre. Pour un derby à Madrid, il y a peu de supporters du Barça. Ils savent que se présenter en Blaugrana dans l'autre camp serait comme offrir un os à un chien. Con
como yo, que venimos de otros equipos y tampoco has jugado Barça, Real Madrid, toda esa gente te va haciendo ver la importancia que tiene el partido para ellos, ¿no? Tenemos lo mejor, si hasta las rosas son blancas. Es de Real Madrid, la rosa. Olé. Il est un personnage qui devient de plus en plus une icône du Barça. C'est Jordi Koulé, création d'Oscar Nebrada, un journaliste. Il est l'alter ego du Koulé, le supporter type du club pour lequel gagner représente tout. Resulta que hubo un penalti que tenía que tirar el Hugo Sánchez, que era un delantero del Madrid que era muy odiado por los culés. Y el portero del Sevilla era uno que le habíamos cedido nosotros, que era el Unzúe. Entonces, cuando lo tiró, el Unzúe se lo paró. Entonces, yo estaba en un bar de la costa, allí en la Costa Brava, aquel día, y entonces todo el bar se levantó y hizo así, ¿sabes? Como diciendo, toma butifarra que te ha parado el penalti. Y entonces en aquel momento los de la tele se les ocurrió poner al Jordi Koulé. Entonces salió el Jordi Koulé y hizo y se fue. Y entonces se montó un follón, porque claro, todos los de Madrid, todos los del Bilbao, los del Sevilla, lo vieron aquello y dijeron, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede hacerse burla de un equipo por una televisión pública? Y entonces en Cataluña dijeron que era lo más grande que se había hecho nunca en televisión. À l'approche du coup d'envoi, l'attention des joueurs et des supporters tourne à la fièvre, chacun essayant de se forger une confiance pour le match à venir. Pendant que le Barça se replie dans sa carapace, les Madrilènes considèrent déjà l'ennemi comme un agneau prêt à dévorer sa proie, pensant leur héros invincible. La marée blanche est donc comme un défenseur supplémentaire capable de faire trembler les meilleurs. Pendant que Madrid salue son public, la confiance de chaque équipe devient essentielle. Les stars ont besoin de se libérer, les officiels de garder le contrôle et l'encadrement de rester vigilant. C'est alors le moment où celui qui ressent le plus de passion et d'abnégation peut aller chercher la victoire. La pasión antes era como la de ahora, pero muy diferente. Era una pasión más de equipo y de ciudad, que no de como ahora, que esto ya se ha desbordado un poquito ya. ¿Qué pasa? ¿Que no hay niños en España? ¿Que no hay futbolistas? ¿Que no hay kilómetros de playa? ¿Que no hay campos para correr? ¿Qué pasa? ¿Tanto extranjero? El primer año que llegué yo aquí, pues solo podían jugar 3 extranjeros, los 8 restantes éramos españoles. Ahora prácticamente jugamos 2 o 3 españoles nada más, ¿no? Nos gustaría que hubiera más jugadores de casa, pero por principio todo queremos tener los mejores jugadores que hay en cada momento en el mundo, ¿no? Quelles que soient les discussions sur la valeur des joueurs espagnols ou celle des onéreuses recrues étrangères, c'est le plus grand match du monde. Mais c'est aussi une guerre sans fin. En tant qu'ex-joueur de Madrid, Luis Enrique est régulièrement la cible d'insultes. Il restera à jamais celui qui est passé à l'ennemi. La moindre petite faute focalise toutes les attentions car le coup franc offre forcément une occasion au spécialiste du genre, Roberto Carlos. À près de 30 mètres, la plupart chercheraient le centre, pas Roberto Carlos. C'est donc Madrid qui ouvre le score, à près de 120 km/h. Les occasions de gagner à l'extérieur sont rares ces dernières années et le Barça, constamment pressé, semble se heurter cette fois à une montagne. Rivaldo notamment est une cible permanente. Dans l'esprit des supporters évidemment, chaque décision prise contre le Real est injuste et ils le font savoir. Les esprits ont tendance à s'échauffer et il faut quelqu'un pour essayer de calmer tout le monde. Une fois encore, Roberto Carlos fait mal à la défense du Barça, avec Anelka en conclusion pour porter le score à 2-0. La confiance des Catalans semble ébranlée, alors qu'on jubile côté madrilène. Les buts ne sont jamais faciles à marquer, et là, 2 en 20 minutes contre le vieil ennemi, c'est plutôt de bon augure. Figo donne tout de son côté pour essayer de relancer le Barça dans la rencontre.
Mais il est vrai, sans grande réussite. Luis Enrique laisse éclater sa frustration dans un clash avec Salgado. Une nouvelle incursion de Figo débouche sur un coup franc. L'occasion pour un autre Brésilien spécialiste du genre d'essayer de se mettre en évidence. Mais Rivaldo ne parvient qu'à toucher du bois. Une autre action entre Kluivert et Rivaldo offre une nouvelle occasion à Luis Enrique, qui bute néanmoins sur le jeune Iker Casillas, pour le plus grand bonheur du public de Bernabéu. En seconde période, Kluivert trouve encore Luis Enrique, bousculé dans la surface mais sans que l'arbitre ne siffle en faveur du Barcelonais. Roberto Carlos s'amuse de son adversaire, avant de transmettre à Morientes, qui lui est aussi stoppé par un tacle suspect. Une chevauchée de Redondo perce un trou dans la défense barcelonaise. Un échange entre Salgado et Morientes pour le troisième but madrilène. Rivaldo semble plus isolé que jamais. Le public célèbre lui ses héros. Pour Vicente Del Bosque, l'entraîneur qui n'a jamais eu la tâche facile, c'est un soulagement de voir que tout va enfin dans le bon sens. La percussion de Redondo cause des problèmes à la défense du Barça, qui ne parvient pas à le stopper sans commettre de faute, ce qui provoque une nouvelle confrontation avec Luis Enrique en chef de file. Figo a beau tout tenter pour trouver une faille dans la défense madrilène, rien n'y fait, il n'y parvient pas. Le deuxième coup de sang de Luis Enrique lui vaut une sortie prématurée pour la plus grande joie des supporters revanchards de Madrid. D'habitude si dangereux, Rivaldo a peu d'occasions de se mettre en valeur, tant il est l'objet d'une surveillance rapprochée. Les dirigeants de Barcelone, eux, rongent leurs freins. La puissance du jeune Guti semble, elle, l'appeler à un futur brillant. Un nouveau centre du Camerounais Jérémy trouve la tête de Raoul qui passe de peu à côté. Redondo semble lui avoir retenu les leçons de ses débuts en Argentine pour exaspérer l'adversaire. Une dernière tentative de Figo ne pose aucun problème au jeune Casillas. La victoire sur le Barça a toujours une saveur particulière. Les fans du Real sont aux anges. C'est la victoire la plus nette de Madrid depuis le 5-0 de 1995. Un peu découragé, Rivaldo n'a plus qu'à penser dès maintenant au match retour. Avec des enjeux aussi élevés, la durée de contrat des entraîneurs à ce niveau est forcément très courte. L'euphorie initiale ne dure jamais bien longtemps. Les résultats comptent plus que tout, et tant qu'ils se poursuivent, les honneurs et la reconnaissance également. Mais vous n'avez qu'une chance. Même les succès n'offrent aucune garantie. Et peu importe les efforts consentis, ce sont la communication et la vérité du terrain qui comptent. Et une fois la spirale négative enclenchée, elle est bien difficile à stopper. Un manque de confiance des joueurs, allié à un manque de résultats, mène souvent à l'inévitable. Avec autant d'attente et de puissance, les performances irrégulières de Barcelone, couplées à une dernière défaite contre Valence en Coupe d'Europe, constituent l'insulte de trop pour les supporters. Puisque les résultats tardent à progresser, les supporters réclament la tête de l'entraîneur, Luis van Gaal, ainsi que celle du président, Josep Núñez. Les deux clubs doivent donc élire leur président.
Ancien du Barça, le vice-président Joan Gaspar est un sérieux candidat et peut s'appuyer sur son expérience du régime Núñez. Il a su gérer les hauts et les bas et tout le monde sait que le sang barcelonais coule dans ses veines. Sa promesse célèbre de sauter dans la Tamise si le Barça gagnait la Coupe d'Europe 92 lui permet de gagner le vote des indécis. Alors que Núñez ne peut s'appuyer que sur du virtuel. Núñez et Gaspar ont été alliés pendant longtemps. Mais Gaspar utilise désormais ses contacts pour sa propre promotion, en s'appuyant sur le public afin que cela influe sur le vote final. Lorenzo Sanz, le président du Real Madrid, est lui aussi en disgrâce. Son maintien ne pouvant apparemment s'appuyer que sur une nouvelle victoire en Coupe d'Europe. La outsider principale est Florentino Pérez et il s'avère que de nombreux madrilistes aimeraient qu'il accède au pouvoir. Comme prévu, Gaspar remporte donc le suffrage et en félicite la presse. Joan Gaspar és en Joan Gaspar. I la renovació del Barça us la puc garantitzar. Le premier vrai test pour Gaspar ne se fait pas attendre après la confirmation par Pérez que Luis Figo, la superstar du Barça, a bel et bien signé à Madrid pour le transfert record de 50 millions de dollars. Pour les supporters de Madrid, c'est un don du ciel. Pour les Barcelonais, une catastrophe. Pas seulement parce que le club a menti, mais aussi car Figo, qui a souvent clamé son allégeance au Barça, a rejoint l'ennemi. Passer d'un camp à l'autre reste un sujet sensible, qu'a pu expérimenter l'ancienne star de Barça, Michael Laudrup, victime ensuite de la colère des supporters. Il a notamment été marqué par la réaction et le traitement brutal que lui ont réservé ses anciens coéquipiers. Entonces, cuando alguien que quieres muchísimo se va al enemigo más odiado de siempre, de toda la historia, eso tiene el riesgo de convertirse en lo contrario, ¿no? Cuando he ido a jugar al Real Madrid, pues bueno, la afición es todo lo contrario, ¿no? Siempre me habían tratado muy bien allí, ¿no? Lo único que un jugador que juega primero en un equipo y luego se va al otro, pues siempre es considerado como una especie de traidor. Avec le derby, le Camp Nou devient donc l'objet de toutes les attentions. Figo, sachant qu'il doit s'attendre à un match très difficile. Les supporters du Barça se chargent de lui réserver un accueil dont il va se souvenir. Les rumeurs vont bon train et c'est aussi la porte ouverte à tous les sentiments les plus extrêmes. Comme prévu, l'apparition de Luis Figo provoque un torrent d'insultes. Tout ce qui est blanc est réservé aux ordures et le blaugrana porté au nu. Pour Serra Ferrer, l'entraîneur du Barça, c'est aussi un test majeur. Chaque ballon ou action concernant Figo est encore une fois le prétexte à des chapelets d'insultes. Cela fait 17 ans que Madrid n'a plus gagné au Camp Nou. Étant donné les circonstances, ce serait un petit miracle s'il y parvenait. Un tacle maladroit de Hierro, le capitaine de Madrid, sur Rivaldo, va permettre l'ouverture du score. Il suffit en effet d'un léger coup de patte de Luis Enrique pour que le Barça prenne l'avantage. Figo appartient déjà au passé, les fans ne cessant de chercher à l'humilier. Le but est en fait un but contre son camp, mais l'essentiel pour les supporters, c'est bien que le Barça mène. Malgré les caprices du ciel et la pluie qui fait son apparition, rien ne peut doucher l'enthousiasme des supporters du Barça. Les extrémistes du Barça dépassent néanmoins les bornes en pilonnant Figo d'une pluie de bouteilles, un incident très vite maîtrisé par la police locale. L'entraîneur madrilène cherche alors à injecter un peu plus de puissance. Mais c'est Figo et sa finesse qui font des merveilles. C'est pourtant encore le maestro brésilien Rivaldo qui va finalement faire la différence. Un but pas vraiment inoubliable, mais assez pour remporter un match plus disputé hors du terrain que sur la pelouse. Le retour de Luis Figo n'est pas près d'être oublié. La guerre entre le blanc et le blaugrana se poursuit aujourd'hui, chacun observant son adversaire. Les souvenirs peuvent devenir diffus, mais jamais s'effacer. L'âge d'or restera toujours celui des géniaux Di Stefano et Kubala.
Ils ont tracé le chemin pour leur successeur, avec une telle passion qu'elle a fait de ce derby l'un des plus grands du monde.